La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Gabriel Mensah Kodjo, depuis le 1er janvier cette année, c'est sans doute le nom de l'homme politique le plus cité aux côtés de Fagna Silbé. Ce dernier est le chef de l'État conformément au résultat de la dernière élection présidentielle. Le candidat de la dynamique Kodjo n'a jamais caché son opposition à ces résultats. Des bureaux de vote à la CENI pour aboutir à la CENI, puis à la Cour constitutionnelle, le sort du 22 février 2020, fermé par le pouvoir et maintenu ouvert par une partie des participants. Le plus virulent de ces participants est resté l'ancien Premier ministre, désormais recherché par la justice. Un mandat d'arrêt a été même lancé contre lui, qui pouvait prévoir que le scrutin de cette année allait s'offrir un tel épisode. Quel va être l'épilogue de cette nouvelle page de l'histoire politique de notre pays? Dans l'histoire politique du Togo, jamais auparavant, un tel acte ne s'est invité à la suite d'un processus électoral. C'est vrai que c'est un nouveau, puisque le cycle connu dans le pays tourne autour d'élections, contestations avec parfois violence, puis dialogue. D'ailleurs, la secrétaire générale de la CDPA et alliée de Kodjo est favorable à l'idée d'un nouveau dialogue politique. Si le pouvoir est resté bien silencieux depuis la fin du dernier scrutin, la tradition des initiatives politiques n'a pas manqué dans les milieux opposés au pouvoir. Tour à tour, Gérard Akoumé a quitté les démocrates pour lancer la patrie d'abord. Folie Sativi, dans aucun cas, porte un front commun pour le changement. Et puis, cette association veut militer pour la fin de l'impunité. Comment comprendre ce regain d'intérêt contre l'impunité dans un pays dont les institutions ne manquent pourtant pas d'initiative? Ainsi, quand les autorités ont eu l'idée de lancer le sigle Aplusia, ce qui fait penser au verbe éplucher, dont la définition allie les verbes nettoyer et enlever ce qui paraît mauvais ou inutile, bien d'observateurs ont bien voulu entonner Ite Missa S. Malheureusement, la messe n'est pas finie, les Togolais continuent de voler, et parfois de très fortes sommes, comme s'ils sont seuls propriétaires des terres du Togo. Depuis vendredi et encore plus ce dimanche, certains imams, pasteurs et prêtres ont repris des prêches à la conversion et au changement de comportement. Vaste chantier désormais, puisque de nouveaux pécheurs issus des rangs des élèves ont besoin de pénitence pour avoir flirté avec des interdits. Ces apprenants font sans doute pour la plupart leur première expérience avec la police. Comment solutionner au mieux le challenge des vidéos porno des établissements du Togo? Plus généralement, comment traiter un phénomène qui n'épargne plus aucune couche de la société togolaise? Dans les bureaux, dans les magasins, dans les lieux publics, le CES ne sait-il pas trouver sa place? Les adultes n'ont pas eu aussi à banaliser le précieux fruit défendu. Ce dimanche, le D12 a exceptionnellement trois invités, le professeur David Ekoué de Fonds Citoyen Togo Debout, le pasteur et de commis du mouvement Martin Luther King et maître Claude Amégan du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romaric Freitas, c'est à la technique. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Je vous vois tous en bavette. C'est la mode. La pandémie oblige à cette mesure de sécurité. Bien, je disais tantôt que nous sommes le dimanche et les églises, pour certaines, ont rouvert. Ça fait 4 mois de fermeture. Pasteur, est-ce que vous avez pu célébrer votre premier culte? Oui, je viens des églises. Je viens de faire le tour de ma commune Golfe 2, parce que je suis le point focal chargeur de respect de cette réouverture graduelle des lieux de culte dans la commune Golfe 2. Donc, avec mon patron, le maire James Amago, nous avons fait le tour de la commune. Donc, je n'ai pas pu célébrer, mais j'ai assisté les collègues pasteurs qui ont célébré dans leurs églises. En fait, moi, je fais partie d'une association des pasteurs dont je suis le président d'honneur, mais je n'ai pas voulu que ce soit mon église, l'unique qui doit être ouverte dans la préfecture Golfe, ça soit mon église. Donc, j'ai plutôt préféré qu'une autre église soit ouverte. Donc, pour ne pas dire que c'est parce que c'est moi qui suis le président d'honneur, donc c'est mon église. Donc, j'ai salué quand même, même si on n'était pas, on est contre cette ouverture graduelle, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit publiquement, les églises ne doivent pas faire exception par rapport à leurs activités. Donc, comme c'est l'État qui a décidé, nous avions quand même opposé, nous avions déploré quand même cette manière de faire.
mais on a dû accepter pour permettre à cette ouverture graduelle d'être possible et que ça soit concluant, l'expérience soit concluante et que le plus tôt que toutes les églises soient ouvertes. Donc j'ai vu comme des fidèles enthousiasmés qui ont retrouvé le lieu de culte, même s'il y a des mesures de restriction, parce qu'on ne peut pas louer comme cela se doit, on ne peut pas bouger le corps comme cela se doit. Bon, la pandémie oblige, on espère quand même très bientôt, on va retrouver entièrement les lieux de culte pour célébrer notre Seigneur. Je rappelle que vous êtes donc de Comecto. Vous êtes, non, moi je suis de FEMIT, Fédération des Églises et Missions. Ok, quelle est la différence entre FEMIT et Comecto? Non, c'est des associations, c'est des fédérations et conseils des églises, mais qui sont constituées autrement, quoi. Donc, mais nous jouons le même rôle. C'est-à-dire, c'est pour permettre aux églises, aux pasteurs, d'être réellement constitués et que d'avoir une certaine déontologie pour ne pas dérailler dans la pratique. Bien, merci dans le beaucoup, service. pasteur de Comé, Maître Claude Amégan. Je sais que il vous arrive de célébrer également des cultes, peut-être que beaucoup ne le savent pas. Je ne sais pas si vous êtes devenu un temps pasteur, Maître Claude. Oh, être pasteur, c'est quoi? Pour moi, c'est de pouvoir posséder la parole de Dieu, c'est de faire l'évangélisation, c'est parler de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une touche de pasteur ou bien d'être établi pasteur pour faire l'œuvre de Dieu. Et donc, pour moi, je continue de le faire sans être établi pasteur. Je continue par travailler dans la maison. Est-ce que vous avez ouvert, vous aussi? Nous n'avons pas pu ouvrir parce que vous savez que ce n'est pas toutes les églises qui sont ouvertes. Donc, comme vous l'avez souligné, au niveau de Comecto, notre église appartenant à Comecto, on a souhaité ouvrir certaines églises. Mais pour éviter de faire de la discrimination, les pasteurs ont décidé de ne pas ouvrir jusqu'à ce que les interdictions soient levées sur toutes les églises et que tout le monde puisse aller à l'église. Ça ne m'a pas empêché quand même de faire mon culte à la maison ce matin avant de sortir. Donc vous le faites en famille? Oui, bien sûr. Professeur Ekwe David, ça je ne sais pas si vous aussi vous arrive de prêcher. Je connais la situation de Claude, Maître Claude. Je ne sais pas si vous avez aussi des aptitudes cachées. Vous célébrez aussi par moment? Non, du tout. En fait, je vous remercie parce que je viens de découvrir cette fibre spéciale que Maître Claude Amégan possède en matière de parole de Dieu, d'évangile. Je n'ai pas cette chance malheureusement. Je me contente par moment d'aller assister à des cultes. Je suis de religion protestante, donc il m'arrive de temps en temps d'assister à des cultes. Voilà. Votre temple a été ouvert? Vous avez été ce matin ou vous attendez Nous attendons que les interdictions soient levées pour pouvoir retourner calmement à l'église. Bien, vous êtes là en groupe de 3 personnes, hein, ce n'est pas une coïncidence parce que ce n'est pas un effet de hasard, puisque vous avez constitué ou vous vous êtes mis ensemble pour lutter plus efficacement contre l'impunité au Togo. C'est une thématique qui intéresse beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qui vous a fait décider à vous mettre ensemble sur cette thématique, justement, professeur Ekwe David? Oui, alors, je crois que vous l'avez dit, aujourd'hui dans notre pays, la question des violences policières, des bavures policières et la question de l'impunité soulève de plus en plus de réflexions, de questionnements. Et c'est ainsi que, avec la pandémie, l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété, nous avons eu encore à subir des situations totalement inacceptables. Et le mouvement Front Citoyen Togo Debout, vous vous en souvenez, a fait une petite sortie pour dire qu'il fallait que ce genre de situation cesse. Et nous avions projeté un certain nombre d'activités. Et puis dans la réflexion, nous nous sommes dit, mais nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à ce genre d'événements. Nous avons des organisations de défense des droits de l'homme qui sont spécialisées en la matière, qui sont certainement beaucoup plus outillés que le Front Citoyen Togo Debout. Et ce serait peut-être intéressant de retrouver ces associations, de discuter avec elles et de voir si ensemble, on ne peut pas mener ensemble le combat pour plus d'impact, plus d'efficacité et avoir un meilleur résultat.
Et c'est ainsi que je me suis approché de Maître Claude Amégan pour le CACID. J'ai interpellé le pasteur Edo Komi et d'autres personnalités bien connues de la société civile qui interviennent justement dans le domaine de défense des droits humains. Et lorsque nous avons échangé, j'ai été vraiment très heureux de voir la réceptivité de ces personnes par rapport au sujet pour lequel j'avais souhaité les rencontrer. Donc nous avons échangé, bien sûr, vous savez, chaque organisation a sa spécificité, mais lorsque le problème est aussi crucial, lorsque c'est vraiment un fait de société, un vrai problème de société, je pense qu'il est de bon ton que chacun essaie de mettre de côté sa spécificité pour essayer de se retrouver avec les autres pour construire quelque chose. Et c'est ainsi que nous avons pu, après une série de réunions, de tables rondes de discussion, faire notre première sortie officielle en lançant la campagne Action, Solidarité Citoyenne, qui a pour objectif, en tout cas, de mettre sur la table la question de l'impunité et des violences policières. Maître Claude Amégan, je rappelle que votre structure est spécifiquement dédiée à la lutte contre l'impunité au Togo. Et si vous vous alliez aux autres organisations, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes confronté à des difficultés qui a fait que finalement vous vous retrouvez dans ce groupe-là? Non, en réalité, nous ne pouvons pas dire que nous avons rencontré des difficultés, mais comme l'a dit le professeur tout à l'heure, les questions de droits de l'homme, les questions d'impunité deviennent de plus en plus récurrentes dans notre pays. Et donc, nous avons toujours fait nos activités dans ce sens avec les autorités, mais nous avons pensé à un moment donné, quand l'idée est venue, qu'il serait toujours souhaitable, comme on dit, plus on est unis, plus on est fort. C'est peut-être au niveau, parce qu'au niveau de CACID, nous n'avons pas la voix nécessaire qui porte auprès des autorités, même si ça porte, peut-être ça n'atteint pas encore les oreilles qu'il faut. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, nous avons constaté quand même que la question de l'impunité demeure. Et donc, quand nous avons été approchés, nous avons estimé que c'est une bonne chose, peut-être en étant ensemble, en faisant force, nous allons pouvoir être entendus par les autorités, par nos actions, par nos plaidoyers, et que les autorités comprendront aussi également que la question préoccupe plus d'un nombre de concitoyens. Et donc c'est pour ça que nous avions accepté être ensemble avec les autres. Mais non, plutôt pasteur Edo Komi, je ne sais pas si vous savez, on commence par vous appeler le Robin des bois du Togo parce que vous intervenez sur presque toutes les thématiques. Et aussi, est-ce que c'est que vous essoufflez un peu, ne vous faites pas entendre assez que vous avez accepté la main tendue du professeur? Non, mais on ne peut jamais dire qu'on n'a pas de difficultés. Donc, tout ce qu'on entreprend, il y a toujours des difficultés. Il y a des moments où plus on est unis, plus on est fort. Et nos voix vont porter davantage. Donc, cette initiative du professeur, nous l'avons toujours souhaité. Donc, c'était pour nous une occasion que nous avons rapidement saisie pour que notre action solidarité citoyenne soit une réalité, ce qui a été lancé tout dernièrement. Donc c'est pour dire que les thématiques qu'il s'agit de l'impunité, qu'il s'agit de la violation des droits de l'homme, je crois que sont intimement liés. Et au Togo, quel que soit, ce qu'on peut savoir, c'est que on a toujours mis des commissions en place pour élucider des faits. Mais finalement, c'est des choses qui sont rentrées, qui restent dans le placard. Il n'y a pas toujours eu de suite, alors que le Togo fait partie des conventions internationales. Et vous ne savez pas que le Togo a même l'un des pays qui a mis sur pied la Commission nationale des droits de l'homme en Afrique. Donc l'impunité aujourd'hui, je crois parfaitement quand même que jusque-là, le gouvernement togolais est passé à côté de la plaque. Et pour nous, être ensemble, c'est de renforcer nos actions pour que le gouvernement prenne des engagements fermes pour que tous les faits
tous les faits qui se sont produits dans ce pays et qui ont conduit à des morts d'hommes puissent être élucidés et que des sanctions soient prises. Donc l'impunité ne peut jamais favoriser le vivre ensemble, la cohésion nationale. Et quand on va là, on parle de la réconciliation. Non, s'il n'y a pas, si les gens, les bourreaux, ceux qui ont commis des actes dans ce pays sont restés toujours sans être inquiétés, je pense que la réconciliation ne serait qu'un vœu pieux. Et aujourd'hui, on peut le dire qu'on a beau parler de la réconciliation, mais ça reste toujours... les faits sont là et ils nous rattrapent toujours qu'il faut revoir autrement la chose et que le bon vivre soit réellement un vécu quotidien. Bien, mais merci beaucoup. Vous parlez d'impunité. C'est vrai que c'est une thématique qui intéresse beaucoup de gens, je l'avais dit tantôt. Mais quelle est la meilleure définition de l'impunité, maître Claude? Oui, simplement l'impunité, c'est le fait de ne pas sanctionner les auteurs d'une infraction. Et donc, quand nous parlons d'impunité, vous savez que nous avons toujours dit, le Togo traverse toujours un désert politique et qui est émaillé de morts d'hommes depuis des années, et plus précisément depuis 2005, et récemment encore avec cette pandémie et les mesures sanitaires qui ont été prises. Et donc, vous constatez que les morts d'hommes ne cessent. Malheureusement, on met en place des structures, des commissions d'enquête qui ne donnent jamais rien. Parfois même, on n'a plus de suite. On a l'impression que l'État passe tout cela dans les oubliettes. Nous estimons que ce n'est pas normal. On ne peut pas commettre de crimes et que les auteurs de ces crimes ne soient pas recherchés, qu'ils ne soient pas sanctionnés. Nous avons l'impression que c'est ça qui encourage d'autres personnes à continuer dans le crime. C'est pour ça que nous estimons à un moment donné qu'il faut que ces personnes qui sont auteurs des crimes soient recherchées, qu'ils soient sanctionnés si vraiment il est établi qu'ils en sont les auteurs et que la justice puisse faire vraiment son travail comme cela se doit. Vous avez lâché quelque chose qui m'interpelle. Vous parlez des déserts politiques. Vous liez l'impunité justement à ce que vous considérez comme un désert politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une stabilité politique au Togo. Vous le savez très bien. Et quand nous parlons des réformes institutionnelles et constitutionnelles, c'est des réalités que le Togo a besoin de ces réformes pour pouvoir évoluer sur le plan politique. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette stabilité au Togo. Nous n'avons pas la cohésion, comme l'a dit Pasteur Doucet tout à l'heure. Nous n'avons pas encore la cohésion sociale comme il le faut au Togo. Et donc, il y a tellement de frictions, tellement de frustrations qui ne permettent pas d'avoir un équilibre politique au Togo aujourd'hui. Donc nous pensons que les réformes, ça s'impose, et tant qu'il n'y a pas ces réformes, que les gens soient responsables de leurs actes, il serait difficile pour le vivre ensemble serait difficile pour les Togolais. Professeur, est-ce que ce n'est pas exagéré que de dire que le Togo politiquement n'est pas stable? Non, j'estime que Maître Amégan a parfaitement raison. Et il a même parlé avec un langage de diplomate, parce que d'autres auraient certainement utilisé d'autres termes pour qualifier la situation actuelle de notre pays. Il a évoqué une chose, la nécessité de procéder enfin à de véritables réformes institutionnelles. Nous devons renforcer nos institutions. Et ici, pour l'action qui nous concerne, nous parlons de la justice. L'institution judiciaire est malade dans notre pays. Voyez un peu tout ce que nous avons traversé depuis quelques années. Je vais peut-être prendre 2005 qui a constitué un tournant dans l'histoire de notre pays avec le décès du président Gnassingbé Eyadéma. Depuis 2005, imaginez toutes les situations difficiles, tragiques au sein de plusieurs familles togolaises. Vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, on a assassiné votre fils, on a assassiné votre fille. Et depuis, vous avez la conviction que les auteurs, on les connaît, mais ils continuent de courir impunément. C'est comme si vous viviez dans une société où les règles du jeu ne sont plus respectées. Non, est-ce que les auteurs, on les connaît? Écoutez, nous avons quand même la possibilité, je crois, de revoir certains rapports, notamment
les documents produits par la CVJR dans lesquels des personnes ont été nommément citées. Et donc je crois que si la justice, l'institution judiciaire, elle était véritablement autonome et forte et indépendante, elle serait à même de poursuivre jusqu'à son terme les différentes enquêtes qui ont été ouvertes, et ces enquêtes permettraient justement d'identifier les coupables et de les sanctionner, comme Maître Amégan l'avait dit tantôt, selon la loi. Et donc, c'est cette situation d'impunité qui nous amène, nous, à nous dire, mais si nous nous taisons, ça va continuer. Une pandémie, un virus qui cause des dégâts sanitaires, on décide de mettre sur pied un état d'urgence sanitaire pour protéger les populations, et en retour, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des citoyens qui sont tués par des éléments des forces de sécurité. Je crois quand même que lorsqu'on déploie des bataillons pour assurer la sécurité d'une ville, on sait quel bataillon s'est déployé à Védi, quel bataillon s'est déployé à Dapamé, etc., etc. Et lorsqu'on signale des bavures, je pense quand même qu'il est facile pour l'autorité policière ou militaire de mener des enquêtes, de savoir au sein de quel bataillon se trouvent les présumés auteurs. Et la situation que vous évoquez là, professeur, c'est une situation qui a nettement évolué de façon favorable, puisque au départ, c'est clair que la pandémie, personne ne l'a vu venir, et un certain nombre d'attitudes ont été notées, notamment venant des forces de l'ordre et de sécurité, mais depuis, relativement, la situation s'est améliorée. Alors, la situation s'est améliorée, Dieu merci, heureusement d'ailleurs, mais imaginez, mettez-vous un peu à la place, monsieur Etioubi, de toutes ces familles qui comptent aujourd'hui des morts. Il ne suffit pas de remettre un peu d'argent, de remettre un peu de nourriture pour apaiser le cœur de ces familles. Moi, je me mets à la place de ces familles, je suis père, et si on revient me dire que mon enfant a été tué de cette façon, de façon aussi tragique, je vous assure que ce ne sont pas les quelques millions qu'on viendra me remettre qui vont m'apaiser. Je souhaiterais que les responsables soient punis selon la loi. Donc, même si la situation s'est améliorée, heureusement d'ailleurs, même si aujourd'hui on enregistre beaucoup moins de violences de ce genre, ces familles méritent qu'on n'oublie pas leurs victimes. Ces familles méritent que la justice fasse son œuvre jusqu'à son terme. Ces familles méritent que les auteurs soient identifiés et qu'ils soient sanctionnés. Pasteur, Maître Claude avait utilisé un mot qui a ouvert quand même ce pan dans le débat, quand il a parlé de désert politique et quand il a fait référence à de l'instabilité politique. Au Togo, les institutions fonctionnent, notamment la présidence de la République, l'Assemblée nationale et les ministères, l'armée, la justice, même si vous avez un certain nombre de griefs contre le fonctionnement de ces différentes institutions. Mais est-ce qu'on peut parler d'instabilité politique dans un pays comme le Togo? Non, la démocratie et l'état de droit ne se limitent pas à une pléthore d'institutions. Qui fonctionne ici? Ou non, je dis, je me suis fait comprendre, hein, la démocratie et l'état de droit ne se limitent pas seulement à la mise en place des institutions. Je crois que ces institutions-là fonctionnent et fonctionnent de manière normale et de manière crédible pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens et surtout pour le respect de la dignité humaine. Donc, je crois que quand on prend notre pays, c'est vrai que dans le cadre de la pandémie, la situation s'est nettement améliorée, il n'y a plus d'actes de violence et ça nous touche, nous saluons. Vous savez, on n'est pas là, les associations de défense de droits ne sont pas là seulement pour condamner parce qu'il faut condamner. Nous saluons quand c'est bien fait, nous le saluons, puisque c'est notre pays à nous tous. Et quand nous parlons de la politique, vous savez, les hommes politiques, c'est eux qui sont censés faire respecter les droits de l'homme, la dignité humaine, surtout ceux qui sont au pouvoir. Et quand, au quotidien, il y a cette violation de ces droits-là, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la stabilité politique sans le respect de la dignité humaine, puisqu'au cœur de l'acte politique, au cœur de l'action politique, c'est l'être humain. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un animal, ce ne sont pas des bêtes, mais c'est l'homme qui est au cœur des actions politiques. Et tant que vous prenez par exemple le PND, on ne peut pas parler du programme national de développement sans respect des droits de l'homme, puisque le PND, au finish, c'est pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, c'est pour le développement. Non, est-ce que vous avez l'impression que les autorités ne se préoccupent pas suffisamment de la dignité humaine et de la personne humaine dans notre pays? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Oui, mais
vous voyez, les faits sont là. Qu'on les cite depuis 2005 jusqu'à tout récemment, mais on a vu ce que ça a donné. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant, il faut le voir. Mais ce qui nous importe, c'est le fait que les auteurs ne soient pas sanctionnés. Et surtout quand on cite les gens nommément, qu'ils ont pris part à des forfaitures, et que ces gens-là soient libres de tout mouvement. Comme si de rien n'était, la société est fractionnée. Parce que les gens se disent, ben nous ne sommes pas considérés, parce qu'on peut bafouer nos droits, on peut piétiner nos droits, mais nous n'avons pas personne. Nous n'avons personne pour nous sauver. Et surtout, quand il s'agit de la justice est le dernier rempart des citoyens. C'est la justice. Et quand des fois, on voit que la justice aussi, elle est aussi à la sorte ou bien elle est instrumentalisée, vous permettez, c'est ça. Donc ça fait mal. Donc le citoyen, son recours viendra d'où? C'est vrai, il y a des efforts, mais nous aurions souhaité qu'au fur et à mesure où nous avançons et que nous sommes au XXIe siècle, on veut quand même que le Togo, qui fait partie intégrante de toutes les conventions nationales et internationales, puisse se faire prendre au sérieux et que réellement les droits de l'homme ne sont respectés au niveau à 100%. Les États-Unis, il y a des bavures, tout récemment on a vu, il y a des bavures aussi, à 100% on ne peut pas l'avoir. Mais quand même, il faut que des efforts soient faits de manière à préserver la dignité humaine. Et là, quand vous parlez de l'instabilité politique, on ne peut que dire qu'aujourd'hui, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Claude, vous avez aussi évoqué des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ça m'a fait, je ne sais pas si je dois sourire, parce qu'il n'y a pas très longtemps, et c'était la terminologie ou les revendications qui ont été portées par un certain nombre d'acteurs politiques au Togo. Des solutions ont été apportées par les autorités. Je ne sais pas si vous évoquez encore ces revendications qui datent d'il y a une année, deux années derrière. Vous évoquez ces revendications-là? Vous parlez d'autres choses carrément. Lorsque nous parlons de réforme, il ne faut pas faire des réformes taillées sur mesure pour certaines personnes. Quand nous parlons, la loi doit toujours être impersonnelle. On ne doit pas tenir compte d'une certaine personne pour faire des réformes. La bonne réforme serait la réforme qui peut impliquer tous les citoyens. Et quand nous parlons de réforme, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Et sur le plan civil, sur le plan militaire, sur le plan judiciaire, c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, le pasteur Dou l'a dit tout à l'heure, la dignité humaine doit être au cœur. Aujourd'hui, quand vous savez que nous avons des barrières partout à Lomé où des militaires sont là pour faire des contrôles, précisément au niveau du port. Au niveau du port, et c'est ça qui me fait plus le mal. Au niveau du port, on a mis des militaires là-bas qui sont là peut-être pour faire des fouilles, pour faire des contrôles, mais quand vous arrivez à leur niveau, quand ils vous arrêtent, c'est pour vous demander 100 francs, 200. C'est pour vous demander 100 francs, 200. Un militaire de mon pays que je dois respecter, qui est en tenue, que je dois respecter, que quand il m'arrête, je sais que c'est pour ma sécurité, qu'il m'arrête, qu'il ne fait pas le travail qu'il doit faire, mais qu'il demande 100 francs, 200, ça veut dire que ce militaire n'a même pas de dignité. Donc quand nous parlons de réforme, c'est que... Oui, mais en fait, sur la question des militaires, la dernière fois que vous avez été interpellé, c'était quand? Pour donner 100 francs ou 200. Aujourd'hui, ce matin même, vous en avez donné ce matin? Je n'en donne jamais. Je n'en donne jamais. Parce que je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal qu'un travailleur qui est payé au mois, qui est mis sur la route pour faire des contrôles, ne fait pas le contrôle, mais quand il m'arrête, que je descends mon vide, c'est pour me demander 100 francs, 200. Ce n'est pas normal. Et il y a des étrangers qui passent par cette voie, ce qui n'est pas normal. Et donc, ça veut dire que tous les Togolais ont un sérieux problème. La dernière fois, dans cette crise sanitaire, l'État a octroyé des fonds, comment on l'a appelé? Novici. Pour 5 000 francs, regardez comment les gens ça poupe au niveau des kiosques, au niveau des agences de Togocel et autres là. Donc ça montre à quel point la dignité du Togolais est banalisée. Ça montre à quel point les gens ont faim, les gens ont besoin de vivre au jour le jour. Donc c'est compliqué. Donc quand nous parlons de réforme et de réforme institutionnelle, constitutionnelle, c'est de faire en sorte que tout Togolais, où qu'il passe,
soit digne de lui-même, qu'il ait les conditions du bien-être. C'est ça qui est important. La dernière fois, nous avons dit, cette crise a surpris tout le monde, mais cette question de cadre sanitaire ou d'hôpital a toujours été évoquée par les médecins. Personne ne les avait jamais écoutés. Et donc, quand nous parlons de réforme, c'est dans tous les domaines. C'est parce que les gens sont là, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou bien si les fonds qui sont destinés à ces choses n'aboutissent jamais à ce qu'ils doivent faire. Il y a tellement de choses. Si c'est qu'il y avait les sanctions qui tombent, quand on demande à quelqu'un d'aller faire quelque chose avec les fonds de l'État, je crois que les choses doivent se faire et nous serons plus en avant. On a écouté Maître Claude et on a l'impression qu'il veut dire qu'il faudrait carrément refonder la société togolaise parce que quand on évoque l'histoire des 100 francs ou des 200 francs, et je crois que cela va au-delà même des réformes qui ont été revendiquées ou réclamées il n'y a pas très longtemps par les acteurs politiques. Est-ce que vous voulez carrément qu'on refonde notre société? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Il est clair que lorsque Maître Claude Amégan a parlé de désert politique, je crois que le désert, il est réel, mais il n'est pas que politique. Le désert, il est également économique, il est social, il est moral, etc., etc. Notre pays est en déperdition. Mais aujourd'hui, lorsque ces organisations ont décidé de se mettre ensemble, c'est pour s'attaquer de façon claire et spécifique à la question des violences policières et à la question de l'impunité liée à ces violences. Mais cela interpelle, je crois, l'ensemble des citoyens. Parce que dans notre pays, nous en sommes arrivés à une situation où on tue impunément. Et on tue même des enfants impunément. Prenez le cas des enfants de Dapan en 2013. Anselme Sinandari, Douti Sinalenge. Quand on vous décrit les conditions dans lesquelles ces enfants ont été tués, des élèves qui sont sortis pour demander à ce que leurs instituteurs reviennent dans les classes pour faire l'enseignement. Et qu'on puisse dire qu'on a tiré sur des élèves en tenue d'écolier, qu'on puisse dire qu'on a battu à mort un élève en tenue d'écolier, je crois que ça interpelle la conscience des Togolais que nous sommes. Et je me souviens qu'à l'époque, un de vos confrères journalistes avait essayé de justifier en disant que oui, les forces de l'ordre ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme parce qu'on a retrouvé des centaines de douilles par terre. Et donc, si vraiment ces armes étaient pointées sur les élèves, on aurait eu beaucoup plus de victimes. Mais j'ai tenu ma tête en me disant, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire? Parce que moi, je suis père de famille. Je ne peux pas imaginer que mon enfant de 10 ans, de 15 ans soit dehors, qu'on envoie les forces de sécurité pour les encadrer et que les gens viennent avec des armes de guerre. C'est inadmissible. Voilà cette société que nous sommes devenus. Rachad à Grignan. On peut les citer. Moufidou à Toblecopé. On nous dit que c'est un officier qui a tiré à bout portant sur cet enfant. Je n'en sais rien, mais j'aimerais qu'on ait des réponses par rapport à ça. En fait, c'est ça la question que nous nous posons aujourd'hui. Il y a des faits qui sont là. Nous sommes responsables d'infanticide. Nous sommes responsables d'assassinat à l'encontre de nos propres concitoyens. Que fait la justice? Que dit la justice? Des personnes ont été nommément citées. Où sont nos magistrats? Ce sont les questions que nous posons. Si ensemble, en tant que Togolais, nous ne voulons plus que cela soit ainsi, si nous voulons que notre Togo change de visage, montre un autre visage, alors il est temps que les citoyens togolais décident véritablement de s'impliquer pour que ce changement tant souhaité intervienne. Je reviens juste à l'exemple rappelé tout à l'heure par Pasteur Edo Komi, ce qui s'est passé aux États-Unis. L'institution judiciaire aux États-Unis, elle est très puissante. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas indépendante. Elle est certainement indépendante. Mais vous avez vu que lorsque les Américains ont eu conscience que la vie des Noirs n'avait plus cette valeur, n'avait en tout cas pas la même valeur que la vie des Blancs, ce sont les citoyens, en dépit du fait que l'institution judiciaire est très forte aux États-Unis, ce sont les citoyens qui ont décidé d'apporter le changement, de poser le problème sur le tapis. Et notre souhait aujourd'hui au Togo, c'est que les Togolais se disent qu'il est temps que ça cesse. Si on tue, il faut qu'on identifie et qu'on sanctionne.
Quand vous évoquez les États-Unis, quand même, c'est beaucoup d'années d'expérience. La comparaison, est-ce qu'il tient? Justement, vous prenez un pays qui est un pays démocratique, les États-Unis, un pays dans lequel les institutions sont très fortes. On a vu combien de fois la justice a dit non au président Trump, alors qu'au Togo, c'est impensable, ça ne peut jamais arriver. Donc cette justice qui est une institution forte, autonome, indépendante, on se rend compte qu'elle n'est pas parfaite. Il a fallu que ce soit les citoyens qui descendent dans la rue pour dire à cette justice, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites lorsque la vie des Noirs est menacée? Il faut que cette justice change encore de visage. Il faut parfaire cette institution. C'est pour dire que dans un pays où la justice est encore beaucoup plus faible, c'est dans ce genre de pays justement où on dit qu'on est en dictature. Et effectivement, au Togo, nous sommes dans une dictature. Je pèse mes mots. Il est important que ce soit le peuple qui dise à l'institution judiciaire, vous êtes très loin du compte. Aujourd'hui, nous qui sommes Togolais, nous estimons que les violences policières doivent cesser. Nous estimons que l'impunité ne doit plus être de mise dans notre pays. Et voilà ce que nous voulons imposer. Et il faut que les Togolais le disent. Nous voulons que cette atmosphère d'indifférence cesse. Lorsque on a tué... Non, mais en fait, on ne peut pas parler d'indifférence aussi, puisque chaque fois ça donne l'impression d'être de l'indifférence. Parce que lorsque l'événement survient, le peuple est en émoi. 24 heures, 48 heures, 72 heures. Mais après, nous avons tous tellement faim qu'on oublie malheureusement ce qui s'est passé. Et chacun va... Mais est-ce que les autorités, elles oublient, puisque chaque fois qu'on a ces genres de situations, elles ouvrent des enquêtes. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir les résultats de ces enquêtes publiquement, mais il y a des enquêtes qui sont annoncées ouvertes. Je crois que les organisations de défense des droits de l'homme pourront apporter des réponses claires à ce que vous venez, à votre préoccupation. Les enquêtes sont ouvertes. Mais nous avons le sentiment que ces enquêtes n'aboutissent jamais. Ou alors, parfois, il y a quelques sanctions disciplinaires, mais les sanctions disciplinaires ne constituent pas, au regard de la loi, la sanction adaptée à ce genre de situation. Et nous voulons qu'il y ait des sanctions adaptées à ce genre de situation. Nous sommes tous Togolais. Il ne faudrait pas que la justice tombe comme un coup près lorsque c'est un Togolais de telle catégorie et que la justice soit très souple lorsque c'est un Togolais d'une autre catégorie. Depuis le début de cette émission, quand vous évoquez l'impunité, vous faites référence aux violences policières, vous évoquez le mutisme ou la complicité ou la passivité des magistrats. Est-ce qu'il n'y a que ça? Parce que est-ce que c'est tout cela, seulement ça qui favorise ce que vous décrivez comme l'impunité dans notre pays? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que, quand vous prenez aujourd'hui, dès qu'il y a une action qui est commise, qui est contre la dignité humaine, qui est contre le respect de l'homme, je crois que ça concerne l'être humain. Ça concerne l'être humain. C'est ça ce qui est très important à souligner et c'est ce qui est très important à préciser. Parce que aujourd'hui, vous savez, au même moment quand nous parlons de l'impunité, il y a la corruption qui est de l'autre côté. Il y a la corruption qui est aussi là. Et vous savez, la corruption ne peut jamais favoriser le développement d'une nation. La corruption ne peut que favoriser la pauvreté, hein, ou bien l'enrichissement d'un petit groupe, d'une minorité. Et tout ça là, c'est devant ces situations que nous voulons voir la justice agir. Nous voulons voir l'intervention de l'autosaisine de la justice. Mais on ne voit pas ça. Même des fois, ce qui est marrant encore, et ça c'est très important, c'est que quand les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations portent le voix et portent plainte, désolé que les plaintes, des fois, sont irrecevables. Des plaintes sont irrecevables. Alors que nous, on n'a fait qu'aider la justice, à pouvoir travailler. Parce que nous, on porte plainte pour que la justice saute sur ça pour agir. Puisque elle semble ne pas s'auto-saisir. Comme si c'était un interdit. C'était un interdit dans la fonction du magistrat. Dans notre pays. Mais pourquoi est-ce que le dossier soit irrecevable au niveau de la justice? Le maître est là, il va dire. Non, mais en fait, maître, justement. Mais racontez-nous. Est-ce que c'est parce que les dossiers sont mal montés ou c'est parce que... Non, juste parce qu'on ne veut pas en parler. Juste, on veut l'occulter. Juste, on veut le noyer. Non, mais en fait, oui, moi, je ne comprends pas. Non, puisque les faits
sont là et il revient à la justice d'abord de s'autosaisir. Avant que nous on ne monte au créneau, la justice même a le devoir. C'est un devoir pour la justice. On va écouter Maître, puisque lui, il est tout le temps avec les magistrats. Donnez-nous des exemples sur lesquels vous avez monté des dossiers, que ces dossiers-là soient jugés irrécevables. En fait, la question d'irrecevabilité regroupe beaucoup d'autres choses. Mais ce que je dirais des plaintes que nous déposons au niveau du tribunal, c'est que la plupart du temps, ces plaintes n'ont pas de suite. Les suites ne sont pas données à ces plaintes. Soit on dépose plainte avec conscience de partie civile devant le juge d'instruction qui doit effectivement faire l'instruction. Normalement, pour des dossiers de tuerie ou des dossiers d'assassinat, le juge d'instruction doit pouvoir engager la procédure et faire ouvrir l'enquête après consultation du procureur. Parfois, on dépose la plainte au niveau du procureur. Mais lorsqu'il s'agit de ce genre de plainte, aucune action n'est faite. La plupart du temps, aucune action n'est faite. C'est justement ce qui engage les associations de défense des droits de l'homme à aller devant la cour de la CEDEAO. C'est justement parce que rien n'est fait à l'interne par rapport à ces plaintes. La plupart du temps, on reçoit les plaintes, mais aucune action n'est faite. Aucune démarche n'est faite pour comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est pour ça que dès lors que le procureur, en principe, est saisi d'une infraction ou bien d'un crime, il doit pouvoir s'autosaisir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on dépose la plainte aussi, il n'y a pas d'évolution. Pour les enquêtes, vous savez, depuis 2005, on nous a dit que des enquêtes sont ouvertes. Mais on n'a jamais eu de suite, surtout que ces tueries ont fait l'objet de communication auprès des médias. Si quelque chose est fait, on doit pouvoir revenir pour nous dire que tel dossier a avancé, on a fait ci, on a fait ça, on a trouvé les coupables. On n'a jamais vu. On n'en a jamais vu. On n'a jamais assisté à des procès dans ce genre dans ces cas-là. Et c'est dommage. Ce que vous décrivez, quand on vous écoute, vous trois, on a l'impression que vous semblez démunis, mais curieusement, vous vous engagez tout de même. Comment est-ce que vous allez procéder pour faire évoluer une situation assez coriace comme celle que vous décrivez là? En réalité, on n'est pas démunis. On n'est pas démunis. Je l'ai dit à l'entame que peut-être que nos complaintes ne sont pas encore entendues par les autorités. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il est nécessaire qu'on se regroupe ensemble, qu'on fasse des actions. Parce que c'est vrai que chaque association dans ses activités fait ce qu'il peut. Mais si on se réunit, nous avons une stratégie bien définie. Nous croyons que les autorités, nous avons ciblé des autorités avec qui nous allons pouvoir travailler, que nous pouvons approcher, des plaidoyers que nous aurons à faire, des actions que nous aurons à faire pour que tout le monde fasse de son problème la question le problème de l'impunité. Parce que quand nous sommes loin ou que nous faisons nos actions individuellement, nous avons estimé que ça ne porte pas. Et quand nous nous rassemblons, que nous ciblons ces autorités, que nous allons vers ces autorités pour leur expliquer la nécessité d'engager des procédures, de lutter contre l'impunité. Quand nous parlons de lutter contre l'impunité, ce n'est pas une question d'une personne. Aujourd'hui, c'est un colonel qui a été abattu la dernière fois. C'est un colonel qui a été abattu la dernière fois. On ne sait pas qui ça peut être demain. Et donc, quand nous parlons de l'impunité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour une classe donnée ou bien pour certains Togolais. C'est pour tout le monde. Il faut dire, on va faire les actions qu'il faut auprès des autorités, comme cela se fera dans le respect des règles de l'art, pour que nous puissions être entendus, pour que tout le monde fasse sienne la question des droits de l'homme. Je vous pose la même question. Comment est-ce que vous allez procéder? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Maître Claude Amégan et le pasteur Edo Komi viennent de dire. Je crois que c'est ensemble que nous serons plus forts, parce que la question de l'impunité, c'est une question cruciale pour notre pays. Permettez juste que je lise deux petits passages de la dernière déclaration des évêques. C'était en juin, il y a exactement un mois, c'était le 19 juin. Et pour ce qui concerne donc la question des violences et assassinats, les évêques disent:
Les évêques sont vivement préoccupés et inquiets du climat d'insécurité qui règne actuellement dans notre pays, avec son cortège de morts, de veuves, d'orphelins et de misère. Les assassinats de ces derniers mois tirent la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation. Aucune catégorie sociale ne semble être épargnée. C'est ce que Maître Amégan vient de dire. Et ils ajoutent, les évêques, la situation est aggravée par le sentiment d'impunité dont bénéficient les auteurs de ces forfaits qui agissent parfois à visage découvert et par des pressions psychologiques et morales parfois infligées aux parents et aux proches des victimes. Vous connaissez les évêques. Je pense que chaque mot écrit par un évêque, c'est un mot qui est pesé, mesuré, avant d'être inscrit dans un tel document. Et si les évêques se sont permis d'indexer la question de l'impunité, je crois que c'est parce que les évêques sont conscients que c'est un problème crucial pour notre pays. Déjà en 2005, lorsque nous avons vécu ces événements tragiques, la mission des Nations Unies avait relevé deux éléments. La question de la violence et la question de l'impunité comme pilier du système de gouvernance dans notre pays. Et nous avons le sentiment, malheureusement, que 15 ans plus tard, la question de la violence et la question de l'impunité demeurent et semblent servir toujours de pilier à notre système de gouvernance. Et je pense que cela n'est plus acceptable. Nous avons jusqu'ici admis l'inacceptable, nous avons normalisé l'inacceptable, nous avons même banalisé l'inacceptable. On tue des enfants. Moi, je suis d'accord avec vous, ce que vous dites. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez faire derrière? C'est juste pour Vous dire faites quoi? C'est pour dire que, quelle que soit la stratégie que nous mettrons en place, pour nous, il est important que d'abord le citoyen en lui-même reprenne conscience de cette réalité. Parce que normaliser l'inacceptable nous amène en fait à une situation d'indifférence qui ne peut nous mener nulle part. Nous avons des institutions comme l'institution judiciaire, des institutions qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos actions, qui ont besoin d'être réveillées pour aller plus en avant. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Certainement nous appuyer sur la conscience citoyenne du peuple togolais. Nous allons, par des stratégies de communication comme celles que nous avons entamées avec vous sur votre chaîne, poursuivre ce genre de discussion avec la société togolaise pour dire, est-ce que nous décidons dorénavant de normaliser l'inacceptable ou est-ce que nous voulons agir autrement? Ensuite, nous avons des actions de plaidoyer en direction d'institutions nationales et en direction d'institutions internationales. Et enfin, nous aurons des actions que nous appellerons des actions de solidarité en direction des familles. Nous irons sur le terrain, nous irons vers les familles et nous espérons que les Togolais feront montre de solidarité et de compassion envers ces familles pour que ce soit des messages qui soient transmis à l'autorité pour dire à l'autorité il faut agir autrement. Est-ce que les Togolais ne sont pas fatigués? Quand on vous écoute, vous avez constaté à un moment donné que presque plus rien ne les intéresse. Ils ont accepté ce qui semble être une fatalité, visiblement, et puisque de plus en plus les Togolais ils sortent plus, ils manifestent plus, ils croisent les bras, et ils admettent tout carrément. Est-ce que la tâche qui vous attend, est-ce que cette tâche-là n'est pas perdue d'avance ou ne sera pas due? C'est dangereux d'admettre que les Togolais sont fatigués. Sinon, demain, ça va être une explosion sociale, ce qu'on ne souhaite pas. Une explosion parce que les gens sont, vous les voyez, sont étouffés. Et un jour, c'est comme si on est en train de s'organiser. Disons-le, le peuple togolais observe. Parce que la situation, que ce soit l'impunité et le droit de l'homme, quand nous parlons, ça n'a pas de couleur politique au fait. Parce que tout le monde peut être victime de la violation des droits de l'homme à tout moment. Quelle que soit la tendance politique. Quelle que soit la tendance politique. Parce que là, si nous qui sommes organisations de défense des droits de l'homme, on a l'intention de nous teinter, comme si nous avons une tendance politique. Non, c'est parce qu'il y a des faits réels. Des gens, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, dans la déclaration des évêques. On a sorti, ils ont dit les gens qui agissent à visage découvert. Est-ce qui veut dire qu'on connaît des gens
qui sont auteurs de certaines forfaitures. Et dans ce cas, les Togolais ne peuvent pas résigner. Les Togolais ne peuvent pas renoncer. Non. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que Oui, justement, on peut avoir cette impression. On peut avoir cette impression. Et du coup, ce constat-là, c'est parce que nous l'avons fait en partie. C'est pourquoi justement, ce rassemblement, c'est-à-dire le fait que nous soyons ensemble pour agir, est une nécessité. Ce fait est impérieux. Hein, c'est impérieux. Et on ne peut pas s'en passer. Pierrot, vous vous rappelez qu'on serait loin aujourd'hui en matière de respect des lois, en matière des violences fortuites sur les citoyens, si le message du chef de l'État fort en 2007, où il a dit plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Et la CVG est allée encore loin pour dire qu'il faut désormais la garantie de la non-répétition des actes de violence. Je crois que c'est ce que le CVG a dit. Mais juste après le livre, c'est le livre blanc, c'est ça, non? Après le livre blanc, de là jusqu'à aujourd'hui, le Togo aurait plus besoin d'une autre CVG. Parce que ce qui s'en est passé, c'est encore trop. Donc, nous avons notre destin entre nos mains. Les Togolais doivent savoir cela. Et si on le dit, on ne le dit pas contre quelqu'un. On ne le dit pas, ce n'est pas contre quelqu'un, on le dit. Je me rappelle, il y avait un ministre tout puissant à l'époque, qui avait voulu à l'époque, qui avait voulu... De quelle époque? L'époque du général Yadema? Non, général, c'est la générale récente. Il n'y a pas Génération récente. Génération récente. Et qui voulait un jour retirer le récépissé du mouvement Martin Luther King. Parce qu'à l'époque, bon, on gêne. Et nous lui avons dit qu'un jour arrivera où nous, le mouvement Martin Luther King va vous défendre. Il était furieux. Mais finalement, c'est ce qui est arrivé. C'était quel ministre? C'est ce qui est arrivé. Non, c'était quel ministre? Non, c'est ce qui est arrivé. Non, Pascal Bodona? C'est ce qui est arrivé. Non, puisqu'il était au ministère de l'administration. Non, mais il y a plusieurs ministres qui ont passé par l'administration territoriale. Pascal Bodona, il y a, comment on l'appelle, Gilbert Bara, il y a Oumezounou, il y a... Gilbert Bara, il n'a aucun problème. Donc sachez quand même que tout peut nous arriver à tout moment. En fait, on a compris. Et les droits de l'homme n'ont aucune couleur. Donc quand nous défendons les droits, que vous soyez de l'Union, vous soyez de l'opposition, nous sommes en train de défendre les droits pour tous les citoyens. Et personne n'a besoin de nous taxer, de nous teinter, d'avoir une tendance politique. Est-ce qu'on vous teinte d'avoir des couleurs politiques? Non, parce que nous disons souvent ce qui est de l'intérêt du peuple. Dans 5 minutes, les auditeurs vont participer à l'émission. Mais quand vous évoquez la situation d'insécurité au Togo, on a l'impression comme si les autorités restent les bras croisés. Mais il n'y a pas très longtemps, les autorités ont quand même monté la Plucia. Beaucoup avaient salué la mise en route de cette structure. Que dites-vous depuis que cette structure est sur le marché? Quelle structure? La Plucia, par exemple, puisque vous avez évoqué... non, mais en fait, la question, c'est pour Maître Claude. Vous avez évoqué les détournements, vous avez évoqué l'impunité également sur le plan économique. Oui, la Plucia a un rôle spécifique. La Plucia a pour rôle de rassembler, lorsqu'il est informé de corruption, de rassembler les éléments. Mais la Plucia n'a pas pour rôle de sanctionner les auteurs de corruption ou de détournement. Et vous savez que la Plucia a fait un communiqué pour dire qu'il a déposé des dossiers sur la table du procureur. Qu'est-ce que ces dossiers sont devenus aujourd'hui? La semaine passée, j'ai été sollicité pour faire une communication dans le cadre de la journée contre la corruption. J'ai dit aux autorités de la Plucia de faire un effort. Il ne suffit pas de rassembler les preuves de corruption et d'aller les déposer chez le procureur. Mais il faut qu'ils fassent des plaidoyers auprès des autorités pour que les magistrats aient la main libre pour pouvoir poursuivre. Quand nous parlons de corruption, nous savons qui sont les auteurs de corruption. Dans quel entourage on peut parler vraiment de corruption. Donc,
il faut que les magistrats aient la main libre pour pouvoir travailler. Il faut que les magistrats aient leur indépendance, leur liberté pour pouvoir actionner. Et il faut que les magistrats sentent qu'ils sont protégés. Aujourd'hui, nous indexons de droit la magistrature. Mais il y a un problème réel. Il y a des magistrats qui sont audacieux, qui veulent faire leur travail comme cela se doit. Mais dès que tu commences, ou alors on te saute de là, ou alors on te met dans, on te parque quelque part. Il y a des magistrats qui veulent travailler. Mais il faut que un lobbying soit fait pour que les magistrats aient la main libre pour travailler. Il faut que la séparation du pouvoir soit effective. Tant que le judiciaire serait sous l'autorité de l'exécutif, les magistrats ne peuvent pas travailler. Regardez, la dernière fois, on a sollicité un avis de la Cour constitutionnelle pour savoir si c'est le président de la République qui devait présider le Conseil supérieur de la magistrature ou bien c'est le président de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle qui donne un avis pour dire que c'est le président de la République, le chef de l'exécutif, qui doit présider le Conseil supérieur de la magistrature. Où est la séparation du pouvoir? Où est la séparation du pouvoir dans ces conditions? Il faut que les magistrats aient la main libre pour pouvoir travailler, qu'ils aient leur indépendance réellement, et il faut que les magistrats se sentent protégés. Lorsque le magistrat engage une procédure, qu'on ne le saute pas de là, qu'on ne lui crée pas de problèmes pour l'enlever de là. C'est ça aussi la question. C'est ça aussi l'élément essentiel pour que les magistrats veulent travailler. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que dès que tu commences, ceux qui sont dans l'entour, ceux contre qui on veut engager la procédure, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont la main forte. Mais qui te protège, toi? Tant que le magistrat ne se sent pas protégé, rien ne peut se faire. Bien, merci. Nous avons trois invités aujourd'hui exceptionnellement pour parler de la lutte contre l'impunité au Togo. Nous avons le pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King. Nous avons le professeur Ekwe David du Fonds citoyen Togo Debout et puis maître Claude de Cassit Togo. Et les auditeurs peuvent à partir de cet instant intervenir dans l'émission comme c'est de tradition tous les dimanches. Les numéros de la radio 87 50 34 37 et puis 10 43 09 10. Nous avons également des questions que nous prendrons sur notre page Facebook et puis dans nos groupes WhatsApp. Est-ce que nous avons le premier auditeur? Allô, bonjour. Allô, bonjour Monsieur Pierrot. Oui, c'est Waris? C'est Waris, je suis la première personne. Ok, Waris, premier, allez-y. Je salue tout le plateau. Dans leur développement, ils ont évoqué un sujet aussi important que ce que nos frères policiers, gendarmes font chaque jour sur nos routes en retirant les 100 francs et 200 chaque jour. C'est ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, dans cette situation, qu'est-ce que nos invités proposent aujourd'hui à un citoyen, qui est arrêté, qui a été arrêté par un gendarme, et que ce soit dans son véhicule ou bien sur sa moto, et pour une cause inconnue, on lui demande de payer 1000 francs. Qu'est-ce que vous proposez à un citoyen de faire dans ce cas? Puisque quand tu ne donnes pas, il n'y a pas de passage, et il ne reste pas un fou ce qu'on voit sur la route Lomé-Palimé. Dans ce cas, qu'est-ce que le citoyen peut faire? Ma deuxième question, qu'est-ce qu'on appelle mandat d'arrêt? Et quand est-ce qu'on peut le délivrer ou bien le lancer contre une personne? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Waris, de nous avoir appelé depuis Zaou. Qui, pour répondre à la question, en fait, il y a deux questions. D'abord, est-ce que vous conseillez aux citoyens? D'abord, cette partie-là, qui répond? Ne vous conseillez rien. Moi, ce que je peux dire, ces émissions, en réalité, je crois que les responsables de ces militaires, de ces policiers, sont en train de nous écouter. A priori, ils doivent savoir ce qu'ils peuvent faire. Mais, je dis qu'il y a également, nous avons parlé tout de suite de la raputia. Ça, tout ça aussi, ça fait partie de la corruption. Je crois qu'il y a un numéro vert qui est donné et
Bon, la dernière fois, on nous faisait savoir que ça ne fonctionnerait pas tellement. Il faut qu'on réactive ce numéro pour que les citoyens, lorsqu'ils sont dans cette situation-là, puissent saisir la Plusia qui peut lancer au moins une enquête ou informer les autorités de ces militaires. Je crois que lorsqu'on va les interpeller une fois, deux fois, trois fois, il faut commencer par arrêter ces choses. Mais souvent, dans ces genres de situations, les responsabilités sont partagées. Alors, quand vous avez un véhicule, vous devez avoir vos pièces. Ayez toutes vos pièces. Votre permis, votre carte grise, visite technique, assurance. Ayez tout. Assurez-vous que vous avez tous les papiers d'abord dans votre véhicule. Et que si on vous demande, alors là, vous êtes en droit de dire non catégorique. Mais souvent, les gens n'ont pas de papiers. C'est vrai, on a des papiers. Si vous avez des papiers, on vous demande. Alors là, vous opposez un non catégorique pour aller jusqu'où on veut que vous allez. Mais si vous n'en avez pas, alors qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé de donner pour pouvoir passer. Et ça, c'est de l'insécurité pour la circulation, parce que vous circulez sans papier. Vous voyez un peu la situation. Et maintenant, il y a un numéro vert, comme il a dit. Je ne vais pas me le répéter, mais ce numéro doit être actif, doit être opérationnel pour permettre aux citoyens de pouvoir joindre rapidement qui de droit. Oui, sur cette question précisément, je pense qu'on est en train de parler de racket. Et je crois que le racket, c'est une forme de corruption. Et dans notre pays, il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur le racket qui est visible au bord de nos routes, mais de régler définitivement et de déraciner cette question de corruption. Récemment, nous avons eu ce scandale pétrolier avec, je crois, près de 500 milliards dilapidés. Mais je vous assure que ce n'est pas le seul scandale. Les scandales financiers, économiques, nous en avons connus dans ce pays. Où est-ce qu'on en est exactement? Et ce n'est pas fini. Moi, je connais quelqu'un qui est dans, je vais dire, dans le business ou dans l'entrepreneuriat, qui est en train de se frotter les mains parce que la route Lomé-Palimé va lui permettre d'engranger des sommes faramineuses. Et je crois que je suis en train de parler de l'ordre du milliard de francs CFA. Alors que cette personne qui est heureuse en se frottant les mains oublie que cet argent qui va sortir du dessous de table peut nous permettre à nous d'avoir enfin un scanner au CHU Sylvanus Olympio, d'avoir une fibroscopie au CHU Sylvanus Olympio et de servir l'intérêt général de la population. Donc, ayons en tête véritablement la situation de la corruption et son impact réel sur le développement de notre pays, qu'il s'agisse du racket, mais qu'il s'agisse également de la corruption. Moi, je reste avec vous sur la question des scanners, honnêtement et franchement. Et dites-nous là, vous intervenez au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, vous voulez dire que ce dimanche, il n'y a pas de scanner là-bas? Ben, oui, je crois que malheureusement, c'est une réalité. Le système de santé de notre pays est en souffrance, malheureusement, avec des problèmes en termes d'équipement, des problèmes en termes d'infrastructure, des problèmes en termes de ressources humaines. Et si vous parlez du scanner, ça fait des années, effectivement, que lorsque vous recevez un patient au CHU Sylvanus Olympio et que ce patient nécessite un examen scannographique, vous l'envoyez dans le privé faire son scanner avant qu'il ne revienne, s'il veut revenir, sinon il peut rester... Non, mais en fait, c'est dit, je veux comprendre. Là, vous n'en avez pas au CHU Sylvanus Olympio. Combien ça coûte un scanner? Ça dépend. Ça dépend. Disons que à l'échelle d'un pays, puisqu'il y a même des privés qui se sont achetés des scanners, je pense que ce n'est pas ça qui dépasse un pays. Sans trop m'avancer, je pense qu'on tourne autour de 150, 200 millions ou un peu plus, sans trop m'avancer. Ça dépend également des types de scanners, des générations, des performances du type de matériel. Non, je pose la question puisque c'est une question récurrente. On évoque la situation des scanners depuis plusieurs années. J'ai voulu savoir combien ça peut coûter un scanner. La deuxième partie de la question de l'auditeur, je ne sais pas si c'est Maître Claude qui va devoir répondre à cette question, puisque c'est une question, je crois que oui, c'est une question spécifique. Mandat d'arrêt. Oui, c'est vrai que l'actualité, elle est aussi faite de ce mandat d'arrêt qui est lancé contre l'ancien Premier ministre Denis Kodjo. C'est quoi un mandat d'arrêt? Oui, un mandat d'arrêt, c'est on peut dire, un acte du juge qui demande à ce qu'une personne soit recherchée et arrêtée. Le mandat d'arrêt
est décerné lorsque la personne, le juge a besoin de lui qu'il ne le voit pas ou qu'il ne déroge pas aux invitations du juge. Et donc je crois que c'est ce qui se passe dans le dossier de M. Kojo-Guillaume, puisqu'il n'a pas déféré à l'invitation du juge. C'est suite à cela qu'un mandat a été décerné pour qu'il soit arrêté. Je crois que c'est un peu ça. Bien, merci. Je crois que notre invité, notre auditeur Waris, j'espère qu'il a... Et un mandat d'amener, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Un mandat d'amener, c'est que le juge demande qu'on amène seulement la personne. Un mandat d'arrêt, c'est que quand on t'arrête, on te dépose à la maison d'arrêt. Mais un mandat d'amener, on te cherche, on t'amène chez le juge pour peut-être une comparution, on peut te libérer après. Bien, merci. Voilà. Deuxième auditeur, allô, bonjour. Oui, allô. Oui, votre nom et puis la question. Bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, allez-y. Bon, je salue le plateau. Bon, ma première question, c'est pour le professeur Tali. Je pense qu'il y a de cela 2 ans, bien que le professeur David avec Père Apognon ont formé une association pour lutter de tout ce qu'on est en train de parler ou de tout ce qu'il est en train de dire sur le plateau. Mais depuis ce jour que l'association a été créée à Guanapointe et qu'ils sont sortis de la chambre là-bas, on ne les voit plus. Et ils sont disparus. Et je ne sais pas quel obstacle ils ont toujours quand ils créent une association pour faire la lutte que la population derrière eux et ils laissent la population dans la rue comme ça. Bon, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, qu'est-ce que ça va donner et quel est l'obstacle de ce qui a été fait que vous n'avez pas trouvé une justice pour ça? Pour une question pour Maître, on parle de mandat d'arrêt national ou bien international. Quelle est la différence entre mandat? Quand on parle ici, je pense qu'on parle de mandat d'arrêt national. Ça veut dire que l'intéressé est dans le pays et qu'ils savent qu'ils sont dans le pays. Ou bien quand on parle de mandat d'arrêt international, la personne est ailleurs, hors du territoire. Pour le pasteur, je voudrais demander, depuis le 22 février qu'on a fait cette élection, et qu'on voit qu'il y a 2 candidats qui se disent qu'ils ont gagné les élections. D'après lui, comment il voit l'attitude du candidat que la Cour constitutionnelle a proclamé et que depuis ce jour, il n'a pas encore fait démissionner son Premier ministre et que le Premier ministre continue à faire le 3e mandat, ou bien c'est le 4e mandat, ou bien c'est l'exécution de l'affaire courante. Comment il voit ça? Bien, merci. Merci Pelé pour la série de questions que vous avez adressées successivement aux 3 invités. Donc, professeur David, pour la première question. Merci M. Pelé. Je crois que vous faites allusion au mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, qui avait à sa tête le père Afognon. En fait, ce mouvement, c'était une plateforme, un regroupement de différentes organisations, dont le Front citoyen Togo Debout. Et chaque organisation avait également la possibilité de poursuivre ses activités. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que le Front citoyen Togo Debout continue ses activités. Donc nous n'avons pas cessé de travailler. Alors, il faut préciser aussi que le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo a été créé au moment où on était en train d'évoquer la question de la feuille de route de la CEDEAO. Nous avions déjà le 15 juin 2018, avant la naissance de cette fameuse feuille de route, fait la première grande rencontre des forces vives et nous avons fait une série de propositions émanant de toutes les couches de la société à l'endroit de la CEDEAO afin que la CEDEAO puisse en tenir compte dans l'élaboration de sa feuille de route. Et ensuite, officiellement, le mouvement Espérance pour le Togo est né et avait surtout pour objectif d'accompagner le Togo, les différents protagonistes dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Cette feuille de route aujourd'hui, je crois que c'est du passé et ça peut expliquer effectivement le fait que vous n'entendiez plus beaucoup parler du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Mais je vous assure que nous sommes encore existants, vivants, en réflexion et il est possible que ce mouvement renaisse d'une autre manière et avec une nouvelle orientation. Bien, merci. La deuxième question, c'est pour Maître Claude. Oui, l'auditeur voulait savoir quelle est la différence entre mandat d'arrêt national et international. Le code de procédure pénale togolais a prévu juste un mandat d'arrêt, sans donner de précision. Mais ça voudrait dire
que lorsque le mandat d'arrêt est lancé contre quelqu'un, que la personne soit à l'interne ou à l'international, on peut l'arrêter. Si la personne n'est pas au Togo et qu'il est à l'extérieur, là, il revient au service de l'Interpol de faire les diligences avec l'État où la personne est signalée pour pouvoir le ramener au Togo. Donc, il y a juste un mandat d'arrêt et la procédure pour le ramener de l'extérieur, ça devient une procédure de l'Interpol. Pasteur, la question sur le 22 février. Pourquoi à moi la question politique? Oui, c'est la question. Oui, vous êtes le seul conseiller parmi nous. En fait, c'est vrai quand même que depuis le 2 mai, le chef de l'État a prêté serment pour son 4e mandat. Le 2 mai ou le 3 mai? Le 3 mai, vous m'excusez, le 3 mai. Donc jusque-là, nous sommes toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement qui n'est pas toujours mis en place. C'est le gouvernement Komikasu qui continue par expédier les affaires courantes. Je crois que dans un pays normal, ça sort de l'ordinaire finalement. Ça sort de l'ordinaire finalement parce qu'ailleurs, on nomme un gouvernement, on nomme un premier ministre. Dans les 24 heures, dans les 48 heures, on a un nouveau gouvernement, on a la liste des ministres. Ailleurs, il y a des élections. Le chef de l'État prête serment, celui qui, je dis, vainqueur, prête serment. Et une semaine après, c'est le gouvernement en place pour pouvoir remettre le pays, pour remettre le pays sur les rails et permettre à la reprise des activités. Donc, aujourd'hui, 3 mois, 3e mois, il n'y a rien. Le gouvernement est là. On nous avait dit que jusqu'à la fin du mois de juin, l'état d'urgence est prolongé encore de 40. Donc, apparemment, tout est fou. Personne. Est-ce que cela impacte la vie dans le Oui, mais ça doit impacter parce que certains ministres. Est-ce que cela impacte vous personnellement? Oui, ça doit m'impacter parce que je n'ai pas. Je veux au moins en finir avec certains ministres qui ont été. Qui sont assez fatigués, qui n'ont plus grand-chose à donner à ce pays. Hein? Depuis 2010, les gens sont en poste. Apparemment, ils ne savent plus quoi se faire. Et c'est des abus. On sent mais dans certains millions, on estime que c'est un non-événement. Où? Dans certains millions, on estime que c'est un non-événement, puisque ceux qui reviendront dans le prochain gouvernement, relativement, on les connaît. Non, je crois l'habitude. L'habitude, ce qui est normal et souvent fait, ce n'est pas ça. Bon, donc, quand on a un gouvernement qui, apparemment, qui n'est plus sur place, donc jusqu'à quand les affaires courantes, on dit les affaires courantes. Combien de temps durent les affaires courantes? C'est la question qu'on peut se poser. Il y a cette intervention. Tous les Togolais sont dans l'attente d'un. Merci beaucoup. Donc il y a un problème. Merci beaucoup, Pasteur Dekomi. Nous avons cette série de réactions qui est laissée sur notre page Facebook par Sana Komla Sadio Hetou. D'abord pour le Pasteur Dekomi, il dit qu'on a l'impression que il y a un déni de justice à vous écouter. Il dit, vous avez dit quelque chose de grave. Vous savez combien de cas que la justice a jugé irrecevables? Non, peut-être qu'à ce niveau, je voulais dire, je crois, mettre Amégan a rectifié, c'était pour dire que c'est des dossiers sans suite. Hein. Je profite pour dire que ce n'est pas des dossiers irrecevables, mais c'est des dossiers qui sont restés sans suite. Hein. On les reçoit, mais il n'y a pas de suite. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais il a dit quelque chose aussi ici, qu'à part les massacres de 2005, depuis quel est le nombre de crimes et d'assassinats impliquant encore les corps habillés? Non, mais il est où? Non, mais en fait... non, quand même, non. Mais vous le connaissez? Non, je le connais, mais je crois quand même que pour ne pas être trop dur envers lui, il faut qu'on ait les jeux pour voir ce qui se passe. On n'est pas d'accord. Hein. Il est libre de poser ces questions, mais je crois qu'on n'a pas besoin de lui répondre. On n'a pas besoin de lui répondre. Je pense que si on prend juste ce qui s'est passé durant l'état d'urgence sanitaire, l'autorité elle-même, de façon explicite ou implicite, a reconnu l'implication des corps habillés. Récemment? Oui, récemment, en procédant même au relèvement du commandement de la force Covid-19. Et dans l'intervention, on comprend clairement que l'autorité publique reconnaît clairement l'implication. Professeur, même avant le coup-feu, remontons à 2017, c'est récent, lors des manifestations, tout ça, tout le monde sait. Je crois que les gens doivent faire preuve de respect pour la mémoire des victimes. Oui, il faut voir comment le profil va. Une seule personne qui est morte, depuis, ce n'est pas fortuit. Bien, merci, on a compris vos réactions à la question de Bertrand, puis Eddie de Gomez.
Et quelle action compte mener la société civile face à la convocation de Sieur Adiaki contre le journal L'Alternative? Vous avez fait allusion tantôt à l'histoire des 400-500 milliards de francs CFA. Est-ce que vous avez déjà prévu des actions? Est-ce que vous vous êtes senti interpellé par la situation? Alors moi, je réponds d'abord en disant que je ne me suis pas senti interpellé en tant qu'acteur de la société civile. Je me suis senti interpellé en tant que citoyen. Et moi, c'est ça ma préoccupation aujourd'hui. Plutôt que de demander quelle action la société civile compte mener, quelle action les citoyens togolais comptent-ils mener lorsqu'il y a des lanceurs d'alerte? Moi, j'estime que ce qui a été fait par le journal L'Alternative, c'est comme si on lançait une alerte à l'endroit de la population togolaise pour dire vous avez vos possessions qui sont aujourd'hui prises par des personnes, par des individus. Et ce que le chef de l'État avait dit tantôt, lorsqu'il accusait une minorité d'avoir accaparé les richesses de ce pays, pour moi également, le chef de l'État, en fait, il a fait une action de lanceur d'alerte. Et qu'est-ce que la population est capable aujourd'hui de faire pour protéger un lanceur d'alerte qui sort une telle information? Est-ce que nous allons rester indifférents, les bras croisés, pendant que M. Ferdinand Haïté ira se débattre seul en justice? N'attendez pas que ce soit la société civile qui fasse. Ou si la société civile fait, j'espère que la personne qui a posé la question sera le premier citoyen à être sur le terrain pour aller défendre quelqu'un comme M. Ferdinand Haïté. Il y a cette question de Didi Elelo, nous regarde depuis Abidjan. Il dit quelle est la stratégie de la société civile et de l'opposition du Togo pour que l'alternance tant souhaitée soit effective. C'est vrai que c'est une question qui revient chaque fois quand on a les invités. La question de l'alternance politique au Togo. Donc, en fait, la question de l'alternance politique au Togo, tout le monde en parle. On en parle aujourd'hui. Est-ce qu'il revient à la société civile et à l'opposition? Il revient à tous ceux qui peut-être ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle. Hein, vous savez, quand vous prenez par exemple aujourd'hui le Mali, le Mali, il y a la société civile et puis tous les acteurs de la société civile qui sont concernés par ce qui se passe, par la mauvaise gouvernance et ses conséquences. Donc, c'est une action synergique, c'est une action concertée pour aller droit, pour aller vers cette alternance qui est souhaitée, pour le bonheur de tous les Togolais, sans déception aucune. On évoque la question de l'impunité. Je ne sais pas si c'est cette question qui nourrit ce qu'on a dans les établissements scolaires depuis quelque temps. Et vous savez qu'il y a une série de vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. On a appris aussi l'intervention policière pour réguler la situation cette semaine. Est-ce que pour vous, c'est la bonne approche ou pas? C'est vrai que les faits que nous avions vus sur les réseaux sociaux sont graves. Ça, il faut le reconnaître, c'est déplorable. Et je me demande si c'est la même école que nous aussi nous avions eu à fréquenter. Et ça se pose un sérieux problème de conscience, un sérieux problème du système éducatif togolais. Et la question de savoir si c'est la procédure pénale engagée est la meilleure, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. De toutes les façons, les actes qui ont été posés sont sanctionnés par le code pénal. Mais vu la jeunesse de ces enfants, il convient de se poser également la question si c'est la prison qui peut régler ce problème. Moi, j'irai encore plus loin parce que, en réalité, je ne sais pas qui sont ceux-là qui ont publié ces vidéos. Parce qu'il ne suffirait pas tout simplement de poursuivre ces enfants. Il convient de rechercher également ceux qui ont publié ces vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que c'est important. C'est vrai que les actes sont gravissimes. Il faut les sanctionner. Mais quand on a mis la main sur ces vidéos, on aurait pu apporter ça aux autorités pour gérer ça autrement. Mais quand on se met à les publier sur les réseaux sociaux, ceux qui ont publié ça doivent également être poursuivis. La poursuite ne doit pas s'arrêter seulement aux enfants. Maintenant, nous apprenons, comme vous le savez, je crois que c'est des enfants qui sont en classe d'examen. Comment gérer la situation pour que leur année soit sauvée? C'est une question vraiment compliquée. Je crois que même le législateur a prévu des clémences pour certains
auteurs d'infractions, l'heure n'est pas encore arrivée, ils sont dans la procédure, nous ne savons pas ce que l'autorité décidera, s'il faut les déposer en prison ou bien si... Plus globalement, sur la question de la sexualité et confrontée aux nouvelles réalités, des nouvelles technologies de l'information, ce ne sont pas seulement les enfants qui sont concernés par la situation. On sait que même des personnes âgées tournent des vidéos de ce type, même si ces vidéos ne sont pas partagées. On en a vu qui sont partagées. Comment, au-delà de ce qui vient de se passer avec les enfants, et poser véritablement la question et lui trouver une solution dans une société qui est une société visiblement en perdition, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, il y a des grandes personnalités aussi qui se font filmer. La crise n'est pas seulement, n'a pas seulement un aspect juvénile. Hein. Je crois que c'est aussi un aspect sénile. Ça concerne tout le monde. Et c'est vrai que ça, c'est dans les établissements scolaires. Mais on peut aller au-delà. Pour que l'acte-là, l'acte pornographique, ça se généralise. Et c'est toute la société qui subit cette déchéance morale. C'est une crise morale. Et avec la nouvelle technologie. Dommage que l'aspect négatif, on ne voit que plus l'aspect négatif de cette technologie, alors qu'on aurait pu l'utiliser positivement pour pouvoir avancer. Bon, donc, face à cette situation, il y a le code pénal. Il a dit que le code pénal a prévu des sanctions. Mais pour ces jeunes-là qui sont dans des classes d'examen, psychologiquement, déjà, ils sont affectés. Et je ne suis pas en train de voir ces jeunes-là, si on les laisse aujourd'hui d'aller composer, je ne suis pas en train de les voir donner grands résultats déjà psychologiquement. Ils sont déjà, on aurait pu gérer autrement. Autrement en ce sens que on les connaît déjà, on les identifie déjà, on connaît déjà, on les connaît. On aurait pu aller jusqu'au bout des examens. Et dès qu'on a fini les examens, maintenant relancer la procédure. Et ça aurait pu quand même être... Est-ce qu'on peut dire que vous avez du boulot, vous qui êtes les pasteurs? Non, je ne parle pas des élus. Vous êtes des pasteurs. Vous êtes ceux qui répondent la bonne parole. C'est nous qui moralisons la société. Et c'est très important. C'est très important pour nous, pour les parents, parce que quand il s'agit de l'école, mais pour tout autre citoyen. Donc c'est pour dire que, moi ce que je voudrais dire, l'école togolaise est en train de souffrir. Moi j'aurais aimé quand même que les états généraux de l'enseignement, de l'éducation, comme vous avez annoncé, cela, c'est le lieu maintenant d'en arriver là, pour que la prochaine rentrée, on puisse voir autrement et que l'avenir de ces jeunes-là soit vraiment garanti. Sinon, c'est gravissime ce qui se passe. Merci beaucoup, professeur. Oui, je voudrais dire que pour moi, en fait, c'est le reflet d'une jeunesse en mal de repères, c'est également le reflet d'une société en perdition, comme vous l'avez dit. Et ça pose beaucoup de questionnements. C'est vraiment une question délicate, sur laquelle je n'aimerais pas qu'il y ait des dogmes, qu'on soit moralisateur à outrance, etc., etc. Une chose est certaine, notre système éducatif vient de démontrer sa grosse faillite. Notre système de société aussi démontre sa grosse faillite, parce que là, manifestement, les parents que nous sommes, nous avons failli quelque part. En termes de citoyens, peut-être que nous avons tout simplement renversé l'échelle des valeurs sociales. Aujourd'hui, c'est surtout la richesse, c'est l'opulence, c'est la grosse voiture, c'est les gros titres, c'est ce que nous mettons en avant et c'est ce que nous montrons à nos enfants. Et lorsque vous parliez d'alternance tout à l'heure, moi je voulais surtout parler de changement. Et quand on appelle au changement, ça englobe tout cela. Par rapport à ce que nous avons vécu avec les enfants, posons-nous une question. Aujourd'hui, en fait, où sont les victimes? Est-ce que c'est nous qui voyons ces images sur les réseaux sociaux? Ou ce sont ces pauvres enfants qui sont aujourd'hui livrés, entre guillemets, à la vindicte populaire? Moi, j'estime que ce sont ces enfants qui sont totalement dans l'inconscience, qui se sont retrouvés dans des situations vraiment dramatiques, qui sont les victimes. Alors, est-ce que quand on est victime, on mérite aussi d'aller en prison? Est-ce que c'est la faute aussi à notre société? Certainement. C'est l'image de la société. La société a certainement sa part de responsabilité. Et donc, je pose encore la question, qui est la victime dans cette affaire? Si c'est l'enfant qui est la victime, essayons de trouver peut-être une solution qui ne
n'amène pas à punir une deuxième fois cette victime. Essayons de trouver une solution pour que cette victime, qui prend conscience enfin dans sa jeunesse de cette situation totalement dramatique, se dise « j'ai fait un faux pas, mais on me donne une deuxième chance dans cette vie ». Ce sont des enfants. Essayons de trouver une solution qui ne fasse pas que le couperet tombe définitivement sur ces enfants. Il y a M. Magloire Maouvi qui a posé une question à maître, non plutôt au pasteur Dokomi. Je vous lis la question. Je voulais vous demander, savoir quel est le rôle des acteurs de la société civile dans la politique, en fait. Je ne sais pas ce qu'il me dit, mais quel est votre rôle là? Non, parce que dès que vous parlez de la société civile, vous parlez de la politique. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a, c'est que nous sommes de la société civile. Souvent, nous sommes des ponts entre les gouvernés et les gouvernants dans la société. Et donc, nos actions ne sont que des actions d'éclaireurs, des actions de plaidoyer, des actions d'alerte, hein, pour attirer l'attention des autorités et aussi des citoyens vers un lendemain meilleur à notre société. Bon, donc notre rôle, je crois, notre rôle dans la société, c'est de faire de telle sorte que les choses marchent selon les règles de l'art et que les actions se passent dans les règles de l'art. C'est tout ce que nous avons comme rôle à jouer. Je vais essayer de compléter avec une ou deux phrases. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et j'ajouterais que, en fait, lorsque vous avez une communauté, une société, avec un système de pouvoir, et que ce système de pouvoir n'a pas de contre-pouvoir, ce sont les abus. Et la société civile, justement, se situe dans cette catégorie de contre-pouvoir pour essayer de limiter les excès et les abus. Il nous reste 2 minutes et nous allons clôturer cette émission sur cette question qui concerne Agbeome Kodjo. Au début de cette émission, j'ai énoncé ces noms, en fait, de la façon dont on appelle Agbeome Kodjo, Kodjo Agbeome Mensah, Gabriel, ainsi de suite. C'est une personnalité qui est connue depuis le temps du général Yadema et cette année, on parle abondamment de lui. Comment est-ce que vous le définissez en quelques mots? Question délicate et difficile. Je définirais peut-être, comme ça, sans trop réfléchir, M. Agbeome Kodjo comme étant un homme politique qui sait renaître de ses cendres et qui... Un sphinx? Un sphinx, si vous voulez, et qui aujourd'hui se retrouve dans la situation du premier opposant au régime togolais. Si je dois encore ajouter un mot, c'est que qu'il puisse, avec le soutien des amis au sein de notre nation, qu'il puisse, avec le soutien de ses soutiens internationaux, peut-être conduire le Togo à bon port. Bien, merci. En termes d'alternance. Merci beaucoup. Même question, rapidement. D'abord, je crois que c'est vrai, Agbeome a su rebondir à un moment donné. Aujourd'hui, selon les résultats qu'on a publiés hier, il est le deuxième selon les résultats publiés. Mais j'avoue quand même que personne n'attendait que ces élections puissent apporter, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Aujourd'hui, il est la personne la plus en vue, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais ce que nous souhaitons, c'est que à travers ces actions, à travers tout ce que nous sommes en train de voir, le Togo puisse intégrer. Merci beaucoup, maître. On me signale que notre temps est fini. Oui, cette question est vraiment difficile. Je dirais que M. Agbeome est un homme politique qui sait saisir et exploiter les occasions. Bien, merci beaucoup d'être venu, pasteur Ido Komi, du mouvement Martin Luther King, professeur Ekwe David du Fonds Citoyen Togo Debout, et puis maître Claude de Cassis Togo. L'émission elle est finie. Merci à Romaric Fritas pour la mise en onde technique. Elle sera rediffusée cette émission tout à l'heure à partir de 19h. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à partir de 12h. Appelez-moi Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.